Alors socialiste, eh bien je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. La théorie du genre, ça n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a jamais vu. Ça n'existe pas. Cette pseudo-théorie du genre, vous l'avez dit vous-même, théorie du genre, ça n'existe pas la théorie du genre, ça n'existe pas. Le sujet qui va agiter peut-être un petit peu les familles, puisque beaucoup se demandent à quoi ça va ressembler, c'est la théorie du genre à l'école. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? La théorie du genre n'existe pas, donc c'est encore un artefact intellectuel pour créer les polémiques. Ce qu'il faut faire, on commence à en parler. Mais parfois on parle de choses qui n'existent pas. Au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques? À l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle? Droit de monsieur. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Je demande en même temps aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs de l'éducation nationale, de convoquer ces parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école pour leur expliquer la réalité des choses. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Ça n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Maintenant, passons au Belin. Il a lui aussi 2 pages, mais sur un autre sujet. C'est une approche de la sexualité humaine. Alors, Belin veut nous faire comprendre que la sexualité humaine est non stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une activité sexuelle stéréotypée, style le mouton, c'est commandé par les hormones et l'acte sexuel est là pour la reproduction. Eh bien, l'homme a une activité sexuelle non stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée vers la reproduction, mais liée au plaisir. C'est ce que dit Belin. Comme exemple, ils nous ont choisi la sexualité des bonobos. Et regardez le commentaire sous la photo. Ils ont des pratiques sexuelles non reproductives variées, comme la masturbation, la fellation et les baisers. À côté, on a une peinture de Picasso, Bacchanal. C'est une fête romaine qui se termine en général par des débordements sexuels, autrement dit des orgies. On nous montre un brevet de 1911 pour un appareil empêchant la masturbation. Et le commentaire est extraordinaire. Cette activité, donc la masturbation, était encouragée dans l'Antiquité, mais elle a été condamnée par le monothéisme et accusée d'être source de beaucoup de maux par la médecine au XVIIIe siècle. Mais depuis 1970, elle est considérée comme une activité sexuelle normale. Voilà. Et toujours dans le Belin, on voit un document qui présente un 3e genre, en Inde. Donc les papiers d'un citoyen portent la mention M pour masculin, F pour féminin et T pour transsexuel. On passe maintenant au Hachette. Le nombre de pages augmente, il y a 3 pages sur l'identité, le genre et l'orientation sexuelle. On démarre par un texte qui dit que l'identité sexuelle est une perception subjective qui n'est pas en lien avec le sexe biologique. Et donc là, on est en plein dans la théorie du genre. Alors ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Toujours dans le même livre, nous avons le genre, une construction sociale. Et une photo très connue de jeunes mariés. Et en fait, on voit que le mari va travailler pour faire vivre le foyer et madame sera affectée aux tâches ménagères. Vous voyez sur la photo. Sur la même page, on voit un couple gay qui est resplendissant. Vous avez vu l'opposition entre les 2 images sur la même page. Et regardez bien le commentaire,
qui reste pour moi très mystérieux. Tout le monde a le droit élémentaire à une sexualité épanouie. Alors nous avons au lycée de Coudon une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Et on va revoir les manuels scolaires. Le choix des manuels scolaires n'est pas sans conséquence. Il y a des textes et des images qui font la part belle à l'homosexualité, qui parlent beaucoup des troubles de l'identité sexuelle, et tous ces textes et toutes ces images peuvent imprégner les jeunes étudiants du lycée. Imprégner les jeunes jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. C'est l'homme à la tête d'une fronde contre les genres sexuels. Le député UMP des Bouches-du-Rhône demande le retrait de certains nouveaux manuels de première en sciences et vie de la Terre. SVT, sciences et vie de la Terre. Donc on est dans le domaine scientifique. Et pour moi, la théorie du genre n'a pas été prouvée scientifiquement. C'est une théorie philosophique. Donc ça n'a rien à voir là-dedans. Ce qui lui pose problème, c'est le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre. Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Chez les enseignants et les associations, on invoque la censure, mais aussi une vision rétrograde de l'identité. Le programme de première fixe l'objectif d'amener l'élève à construire une sexualité responsable et à mener de manière adulte sa vie sexuelle. Donc c'est pas du tout contradictoire avec les objectifs traditionnels en SVT. Ça n'est pas une philosophie, la sexualité. On ne le choisit pas, ça n'est pas la résultante d'une réflexion. C'est comme ça, c'est notre construction, nos relations sociales, familiales, notre éducation qui font qu'on est hétérosexuel peut-être, bisexuel, transsexuel, homosexuel. Conçu pour lutter contre l'homophobie, le programme initié par le ministre Luc Châtel déchaîne les passions, mais ne devrait pas être modifié. Posé par M. Philippe Gosselin à M. le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la présence de la théorie du genre dans les manuels scolaires de SVT, autrement dit, sciences de la vie et de la terre. Merci, Monsieur le Président, de cette explication. Merci. Monsieur le ministre, je souhaite une polémique. Cette théorie, vous le savez, affirme que l'identité sexuelle n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale. Or, elle ne représente aucun caractère scientifique et n'a donc pas sa place dans un cours de biologie. Plus de 200 parlementaires se sont positionnés contre l'utilisation des manuels qui y font référence. Et par ailleurs, 54% des Français jugent que l'intitulé du chapitre de biologie concerné est, je cite, « source de confusion pour les adolescents ». C'est ce qui ressort du reste d'un sondage publié dans Valeurs Actuelles au mois de novembre dernier. 55% des personnes interrogées souhaitent aussi que l'épreuve de biologie du baccalauréat ne porte pas sur ce sujet controversé. Une succession de faits récents entretient un climat qu'on pourrait qualifier de pesant sur des enjeux sensibles, des questions dites de société. Elles concernent la condition humaine, la procréation et l'organisation justement de la société. Toutes ces questions, à l'instar du genre, méritent, bien sûr et sans aucune équivoque, un débat légitime entre experts, élus, représentants de la société civile. Mais pas un enseignement au lycée, en tout cas, me semble-t-il, pas en SVT. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous nous donniez des réponses claires, que vous nous assuriez de façon définitive que ce chapitre sur le genre ne sera pas étudié en cours de SVT, qu'aucune question ne sera posée au baccalauréat et que toutes instructions seront données dans ce sens. Je vous remercie. C'est nouveau. Moi, on m'a arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau de l'ex-massé. Là, sors du bois.
Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Il y a eu un conditionnement autour de ce sujet. Je suis désolé de vous contredire, vous prenez les propos de Mme Najat Vallaud-Belkacem pendant la campagne en 2011, une grande interview accordée à un journal du matin, et où elle parle de la théorie du genre, où elle développe ce qu'est la théorie du genre, et dit voilà ce qu'il faut faire. Elle a mis beaucoup d'eau dans son vin depuis, certes, mais c'est un sujet aussi qui a été introduit par l'ancienne majorité, puisque c'est M. Luc Châtel qui a introduit cet enseignement, non pas là où il aurait dû l'introduire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, en classe de philosophie, parce que qu'on discute de ces questions-là en classe de philosophie, c'est tout à fait concevable, intéressant même. Mais donc il a mis ça dans les programmes au programme de première en biologie, où ça n'a rien à faire en programme de biologie. Et d'introduire cette notion, cette étude du genre quand même si on ne peut pas parler de théorie, si on ne doit pas parler de théorie, parlons de l'étude du genre auprès d'enfants à l'école. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends ces parents, rumeur ou pas rumeur, la rumeur c'est autre chose, ces parents qui disent mais on est à l'école d'abord pour apprendre à lire, à écrire, à compter, hein, et si on a envie de remettre en question la construction de notre société, c'est à nous de le faire, parce que nous sommes les parents, nous sommes éducateurs, c'est pas à l'école, qui est le lieu de la transmission des savoirs, de le faire. Et ça, c'est vrai qu'il y a une très mauvaise pédagogie de la part du ministre de l'Éducation nationale, de la part du ministre des Droits des Femmes, qui ont lancé ça en pâture et qui ont jeté ça sans prévenir personne dans une dizaine ou une quinzaine d'académies. Mais en quoi un abécédaire expérimental où on parle, très honnêtement, on a vu les enfants très gentiment des stéréotypes, vous semble-t-il devenir... Oui, mais attendez, on leur fait lire un livre où on leur parle d'un livre dont le titre, et ça interpelle les parents, c'est normal, le titre de ce livre c'est Papa porte une jupe. On leur montre un film dont j'ai oublié le nom, qui est un film qui est très critiquable, c'est vraiment pas le lieu, quoi. Alors à part ça, un papier très intéressant dans Le Point. Ça concerne quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler à la faveur du débat sur le mariage pour tous. Il s'agit de la théorie du genre. Voici l'inventeur du concept. Il s'appelle John Monnet, c'est un psy néo-zélandais, et pour lui, on ne naît pas homme ou femme, garçon ou fille, mais on choisit de devenir l'un ou l'autre hors de toute réalité corporelle. Et on apprend dans Le Point, sous la plume d'Émilie Lanaise, qu'un jour, notre gourou a vu débarquer dans son cabinet des parents paniqués. Ils avaient des jumeaux, ils ont voulu les faire circoncire, et la circoncision de David, l'un des 2 enfants, par cautérisation électrique, a échoué. Le pénis de l'enfant a brûlé. Alors le gourou voit dans cette fatale mésaventure l'occasion de démontrer que le sexe biologique est un leurre, que la chose est arbitraire. Il conseille donc aux parents d'élever David comme une fille. On lui met des robes, on lui offre des poupées, on lui donne un traitement hormonal, et c'est ainsi que David devient Brenda, sœur jumelle de Brian. Alors la suite, eh bien, elle est terrible. À l'adolescence, Brenda sent sa voix devenir grave, elle est attirée par les filles, elle se sent garçon engoncé dans un corps de fille. Les parents avouent tout aux jumeaux, Brenda se fait opérer pour redevenir David, il finit par se marier, mais ça ne va pas du tout, et l'histoire se termine tout simplement par le suicide des jumeaux. Voilà, tragique, oui, les 2 jumeaux. Celui qui était concerné par le changement de sexe. Le médecin, où il est, lui, il va Le bien. médecin, lui, il va très bien. Enfin, la théorie date de 1955, sauf qu'elle est aujourd'hui reprise à l'envi par tout un tas de gens. Donc, je signale l'existence de ce papier qui est à la fois tragique et passionnant. Papier donc sur les expériences d'un gourou qui ne s'est d'ailleurs jamais vanté de cette histoire dont parlent très peu, je trouve, les promoteurs de la théorie du genre.
Donc l'association de genre, c'est le processus par lequel l'enfant va s'approprier les normes socioculturelles qui sont véhiculées au sein de sa famille, à l'école, dans les lieux d'accueil de la petite enfance, dans les médias, sur le genre, sur ce que doit être une fille ou un garçon, un homme et une femme dans la société dans laquelle il grandit. Donc c'est vraiment une socialisation plurielle parce que ça implique une pluralité des instances de socialisation et aussi une pluralité des relations interpersonnelles entre les adultes et l'enfant et entre les enfants eux-mêmes. Et dans ce processus, l'enfant il a une part vraiment active parce que c'est ce processus de socialisation de genre va l'amener à construire son identité sexuée et par là son rapport à ses normes et son rapport à sa masculinité et à sa féminité. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté, jeudi 28 février, un amendement présenté par la députée PS Julie Sommaruga qui précise que désormais, l'éducation à l'égalité de genre devient une mission à part entière de l'école élémentaire. 421, c'est Julie Sommaruga. Oui, donc l'objectif est l'intégration, la formation d'une éducation à l'égalité homme-femme et à la déconstruction des stéréotypes sexués. L'idée de substituer à des catégories comme par exemple sexe ou différences sexuelles qui renvoient là pour le coup à la biologie le concept de genre qui lui au contraire montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature mais sont historiquement construites et socialement reproduites. Voilà pour résumer rapidement. Nous nous opposerons à la théorie du genre. Nous nous opposerons à la PMA pour convenance personnelle sans raison médicale. Nous défendons nos convictions. Nous n'avons pas à être insultés ou caricaturés, ni par vous, ni par votre ministre de l'Intérieur, ni par aucun de vos ministres. Mais la théorie du genre, monsieur le président Jacob, où êtes-vous allé chercher ça? Elle n'a jamais été envisagée par personne au niveau du gouvernement. C'est vous qui l'inventez. Ce travail va se poursuivre, sera mené à bon port. Et de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas ni de la PMA, ni de la GPA, monsieur Jacob, ni de la théorie du genre. Il s'agit de la vie concrète des Françaises et des Français. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles. Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique, et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre, même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement, pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Pour l'instant, on se met un petit peu dans le noir et on observe bien l'œuvre projetée. Je voulais dire quoi? Que vont voir ces enfants de CM2 dans ce tableau de Renoir? Madame Charpentier et ses enfants, tous deux vêtus de robes et de souliers noirs. C'est deux filles en bleu. Oui. Qui veut nous dire le titre qu'il a trouvé pour ce tableau? La femme et ses filles, les deux jumelles et leur mère, la femme et les jumelles. Pour tous les élèves, c'est une évidence. Les deux enfants du tableau sont des fillettes. Mais quand la maîtresse leur dévoile leur prénom... Les prénoms des deux enfants, c'est Georgette et Paul. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais aussi, c'est qu'on allait dire qu'on avait des robes à un garçon. On avait les mêmes vêtements, le même trousseau de vêtements pour les garçons et pour les petites filles jusqu'à 6 ans. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. Xavier Breton.
Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis, car on sait que dans ce domaine, il y a un flicage de la pensée et des propos qui incitent à la prudence. Alors en fait, Madame la ministre, je ne veux pas rentrer dans l'appréciation de vos actions, les actions que vous proposez dans ce programme d'action gouvernementale, mais je voudrais plutôt m'attacher à l'esprit, à la philosophie. Parce qu'en fait, ce que vous nous proposez, Madame la ministre, c'est de valider définitivement l'introduction de la théorie du gender dans notre société. Et il me semble que ça mérite un débat. Effectivement, depuis quelques années, cette théorie se propage dans notre pays. C'est une idéologie qui est fondée sur le déni de l'altérité sexuelle et sur la volonté de construire un individu nouveau qui serait déconnecté de toute la réalité de l'être humain, homme ou femme. Alors cette théorie est apparue dans l'enseignement à Sciences Po, la grande époque de Sciences Po récente, puis dans les manuels scolaires de SVT, en première. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de travailler au sein de cette commission sous le mandat précédent. On retrouve cette théorie dans toute notre société aujourd'hui. Je prendrai comme exemple une exposition qui va avoir lieu au mois de novembre prochain, à partir du mois de novembre prochain, pendant un an au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq, et qui, je cite ce qui est marqué sur le site, invite les filles et les garçons de 3 à 6 ans, à faire des choix selon leurs envies et leurs potentialités sans se sentir déterminés par leur sexe. C'est l'exemple du monde de la petite enfance, où on peut trouver aujourd'hui des formations, je cite toujours, éduquer sans les lunettes du genre, un défi à relever pour les milieux de la petite enfance. C'est ensuite l'introduction de l'idéologie du gender dans notre législation. Et là, le projet de mariage homosexuel s'appuie lui aussi sur cette idéologie, puisqu'il revendique une soi-disant interchangeabilité entre l'homme et la femme. Alors si toute lutte contre les discriminations fait a priori l'unanimité, il faut toutefois s'assurer que ces luttes ne soient pas un prétexte pour généraliser cette théorie du gender sans aucun débat. Cette théorie, il faut le souligner, n'est absolument pas scientifique. Il s'agit d'une construction intellectuelle qu'on peut qualifier d'idéologie puisqu'il s'agit d'un système global, et vous venez de le montrer, de pensée, d'organisation de la société. Nous sommes donc face à une rupture de société majeure. Et on ne peut pas faire ce bouleversement en catimini, en passant en force. Les Français et les Françaises doivent savoir ce que cette idéologie du gender contient et quelles sont ses conséquences. Et il nous semble important que toute la lumière soit faite sur cette théorie. C'est pourquoi nous allons proposer la création d'une commission d'enquête sur le développement de la théorie du gender en France. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, que vous aviez travaillé avec une commission consultative, la CNDCH. Des collègues évoquaient tout à l'heure qu'il fallait une pédagogie sur le genre. J'ai cru comprendre que la pédagogie était à sens unique. C'est-à-dire, il fallait imposer, inculquer à la société la théorie du genre. Or, ce que nous demandons, c'est un véritable débat. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à travailler avec la représentation nationale sur ce sujet, en soutenant cette demande de commission d'enquête, ou allez-vous, comme sur le mariage homosexuel, passer en force ?
C'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. Non, et chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. C'est injuste. Oui. Alors c'est l'intervention c'est ce dont la France a besoin. Juste pour qu'on comprenne bien, Laurence Rossignol, vous voulez dire qu'il y a des lieux neutres. On a eu là des attaques extrêmement violentes dans l'école française à propos tout simplement d'un petit enseignement sur le respect entre les filles et les garçons. Quand vous voyez aujourd'hui que c'est une sorte de gangrène qui est en train de s'étaler un petit peu dans plusieurs pans de la société, on a vu dans la culture avec l'affaire des données, là maintenant l'école, est-ce que vous trouvez qu'il y a un moyen efficace de lutter contre ça à l'école? Un élément, mais c'est beaucoup plus que ça qu'il faut... D'abord, il faut relativiser. Par exemple, et ça ne veut pas dire minimiser, il faut donner les vrais chiffres. Sur 48 000 écoles françaises, c'est une centaine qui ont été touchées. Donc on n'est pas encore dans une France à feu et à sang. Mais il y a des foyers d'infection. Très rapidement, la réflexion, elle vient des Verquinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. À poil, voilà comment il est présenté. À poil le bébé, à poil les voisins, le policier, la mamie, les footballeurs, la maîtresse, le docteur, le président directeur général, les dames de la cantine, tous à poil. Voilà, un album où tout le monde se dénude. Mais regardez plutôt ce qu'on dit du journal de France 2. Rarement un livre pour enfants n'aura fait autant parler de lui. Tous à poil, un livre de 34 pages destiné aux 6-8 ans. Au fil de l'ouvrage, on y voit une maîtresse, un policier, une grand-mère, des personnages représentant l'autorité, se déshabiller. L'idée des auteurs, décomplexer le regard des enfants sur la nudité, un ouvrage qui n'a rien à faire dans les écoles pour Jean-François Copé. À poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. L'ouvrage est effectivement conseillé aux enseignants, mais uniquement dans l'Académie de Grenoble. Le centre de documentation le classe dans la catégorie dite pour bousculer les stéréotypes. Cette liste, les professeurs des écoles peuvent y piocher sans obligation. Le ministre de l'Éducation défend le contenu de l'ouvrage. C'est un travail qui se fait sur le corps, sur l'identité, sur le fait de ne pas avoir peur de son corps et de dire des choses et d'enseigner aux enfants des choses qui sont extrêmement simples. Donc vous avez vu que ce livre, qui finit par une espèce de scène assez loufoque, c'est-à-dire que tout le monde se dénude sur la plage, petit comme grand, alors on ne comprend pas pourquoi et comment ou quelle utilité aura en termes pédagogiques ce genre d'ouvrage, tous à poil, avec ce genre de scène.
Vous en avez un autre qui vient juste après, qui s'appelle Les Chatouilles. Alors, ce livre, Les Chatouilles, je me le suis procuré, donc c'est l'histoire, une petite fille n'a pas sommeil, elle entre sans bruit dans la chambre d'un bel endormi de son âge, commence alors une mémorable partie de chatouille, même le chat et l'ours en peluche sont de la fête. Alors je vais vous montrer les images qu'on montre donc aux enfants, en tout cas ces outils pédagogiques, ces livrets que le gouvernement, via le dispositif de l'égalité et son site internet, recommande aux professeurs, donc c'est vraiment des ouvrages recommandés. Vous verrez donc des images assez radicales, je dirais, assez surprenantes pour le moins, où vous avez donc cette petite fille qui se met au-dessus de l'enfant, avec des images où on la voit lécher l'oreille du petit garçon. Elle se met avec lui dans le lit, il commence à se chatouiller, à se déshabiller. Voilà les images. Juste dans la ville de Nantes, il y a quelques jours, vous aviez le livre Jean a deux mamans, qui a été enseigné, qui a été lu dans une crèche de la ville. Est-ce que vous vous souvenez de ce livre Jean a deux mamans? Un livre qui est recommandé dans le rapport du SNUP-FSU remis au gouvernement l'année dernière. Ce rapport a donc été rédigé par le syndicat majoritaire auprès des instituteurs d'école et qui est préfacé par Michel Techenet. Vous vous souvenez de Michel Techenet? Celui qui, depuis 1984, participe au lobby homosexuel au sein du Parti socialiste, qui était également conseiller de François Hollande pour les questions LGBT pendant la campagne présidentielle et qui est également chargé de mission auprès de l'Éducation nationale, enfant et dès le plus jeune âge. Parmi ces ouvrages, il y avait Jean a deux mamans. Ce Jean a deux mamans, vous vous souvenez, d'images, ou pas mal de villes qui m'ont contacté pour me dire qu'effectivement ce livre est présent dans les bibliothèques. Mehdi met du rouge à lèvres. Vous vous en souvenez? Son auteur, David Dumortier, qui se définit lui-même comme travesti, a été invité dans une école de Versailles il y a quelques jours. Alors, on est dans le fantasme ou la réalité? Précision sur l'auteur, et vous verrez dans l'article, il est dit, son dernier livre, donc David Dumortier, est intitulé Travesti. Je cite, David Dumortier est poète, mystique et travesti, peut-on lire dans la présentation de son ouvrage, édité par le Dilettante, Lyrique en diable et saloponie. Voilà comment il est défini, ce David Dumortier qui est intervenu dans une école de CM2 de Versailles. Et il précise, ce même David Dumortier, il dit je suis auteur jeunesse depuis 15 ans, j'interviens régulièrement dans les écoles, mes textes ont été sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale depuis des... Alors là, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi tout ça en fait. Pourquoi on a aujourd'hui au sein du gouvernement une tendance à favoriser sous couvert d'égalité la promotion, le prosélytisme de théories qui prennent en otage à la fois les enfants, mais également l'école publique. Parce que je rappelle, le but de l'école, c'est quand même d'instruire et non pas d'éduquer, ou en tout cas de ne pas éduquer de cette manière-là. Parce que maintenant, depuis les ABCD d'égalité, on voit bien que sous couvert d'égalité, on est dans une volonté de déconstruire les stéréotypes de genre et donc de masquer un petit peu les différences entre filles et garçons. Alors la question elle est à la fois historique et politique, parce que très rapidement, la réflexion elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc il faut remplacer ce et je pense qu'il y a une bataille idéologique à mener. Donc d'où ça vient tout ça? Il faut revenir tout simplement au propos de celui qui est à la charge aujourd'hui du ministre, qui est à la charge donc, du ministère de l'Éducation nationale, qui est donc M. Payon. Il faut revenir à ce qu'il dit. Donc je me suis permis de lire une partie de son ouvrage qui date de 2008, à savoir La Révolution française n'est pas terminée. Et on voit donc que M. Payon a la volonté, et il l'exprimait depuis 2008, de faire de l'école en fait le laboratoire de l'homme nouveau. C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Payon est aidé. Et il est aidé par un certain nombre de lobbies, qui d'ailleurs ne le cachent pas. Regardez,
Pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui est particulièrement habilité pour réfléchir sur ces sujets, M. Daniel Keller, qui est le grand maître du Grand Orient de France. Sur le front de la laïcité, justement, vous estimez que Hollande est un meilleur interlocuteur que Nicolas Sarkozy? Je ne porte pas de jugement de valeur. Encore une fois, j'ai eu l'occasion d'expliquer et d'exprimer auprès du président de la République quelles sont les attentes du Grand Orient de France et des francs-maçons. Nous aurons l'occasion, par d'autres moyens, de continuer notre travail de lobbying, puisque c'est de cela qu'il faut parler de façon positive. Et j'ai en tout cas été sensible au fait que le président de la République était très attentif et très réceptif aux propos que je lui tenais. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale, dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion, la conclusion c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. On va dire un petit mot du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. Je ne sais trop quoi, mais depuis tout à l'heure, je vous montre un certain nombre de faits qui sont le fruit d'une réflexion autour des sites internet du ministère de l'Éducation ou bien des médias qui sont les plus reconnus en France ou de propos tout simplement des acteurs les plus impliqués dans l'éducation et donc dans la sphère éducative, qu'il s'agisse du ministre Payon, de ses collaborateurs ou d'un certain nombre d'autres acteurs. On n'est donc pas du tout dans le fantasme, on n'est pas dans le déni de la réalité, on n'est pas dans la rumeur, mais bel et bien dans le fait qu'on souhaite, par le biais de la baisse de l'égalité, à aller jusqu'à une indifférenciation sexuelle de la génération. Il est hors de question qu'on puisse accepter cette nouvelle tendance, et il faut faire attention. Parce que cette tendance est non seulement, et cette dérive à l'œuvre à l'école, et on vient de le voir, avec les différents éléments qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, mais également à la télévision. Les pompiers, c'est plutôt un travail de filles ou un travail de garçons? Les deux. Qui c'est les plus forts dans les pompiers, les filles ou les garçons? Je dirais un peu les garçons. Les filles. Les filles, c'est plus intelligent que les garçons? Oui. Toi, tu es une fille ou un garçon? Un garçon. T'es très intelligent, t'es pas vraiment un garçon. Je suis une fille ou quoi? Oui, si t'es très intelligent. Et donc vous avez vu que, s'agissant du petit Youssef, on voit bien qu'un enfant avec un esprit qui est en construction, avec un esprit également qui est malléable, face à une personne qui représente l'autorité, est complètement bouleversé, complètement bousculé par les propos de celui qui représente l'autorité et qui lui dit « Mais tu es un garçon ou une fille? Tu es une fille. » Et vous avez vu un peu ça, à savoir, et là je le reprends textuellement, c'est au socialisme qu'il va revenir d'incarner la révolution religieuse dont l'humanité a besoin, en étant à la fois une révolution morale et une révolution matérielle, et en mettant la seconde au service de la première.